Le téléphone de sa mère gisait en morceaux sur le carrelage de la cuisine. Francine Moreau, 65 ans dans 3 semaines, regardait l'écran fissuré avec une expression de panique que sa fille n'avait jamais vue. « Maman, ce n'est qu'un téléphone », dit Élise en s'agenouillant pour ramasser les débris. « Je peux le réparer, j'ai les outils dans ma voiture. » Francine tendit la main brusquement. « Non, je veux dire, ce n'est pas la peine, ma chérie, j'en achèterai un autre. » Mais Élise avait déjà emporté l'appareil. Architecte d'intérieur, de métier, elle avait développé une habitude de tout réparer, de tout remettre en ordre. 20 minutes plus tard, dans son atelier de Toulouse, elle rallumait le smartphone de sa mère. L'écran s'illumina, révélant une cascade de notifications. Et là, dans les brouillons, un message qui fit s'arrêter son cœur. « Mes chéris, rappel important pour samedi. Personne ne parle de la fête à Élise. Papa et moi comptons sur votre discrétion absolue. Marc, Antoine, Julie, Céline, Thomas, Pauline, vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas? Bisous, maman. » Élise relut 3 fois, certaine de mal comprendre. Une fête? Samedi? L'anniversaire de sa mère était bien samedi prochain, elle le savait parfaitement. Mais quel anniversaire? Et pourquoi cette exclusion? Ses doigts tremblaient en faisant défiler les autres messages. Des discussions avec le traiteur. Confirmé pour 100 personnes. Avec le fleuriste, arrangement pour la grande salle. Avec ses frères et sœurs, vous pensez qu'elle se doute de quelque chose? 100 personnes. Une grande salle. Ses 6 frères et sœurs au courant. Tous ses cousins, ses beaux-parents, même les voisins d'après ce qu'elle voyait. Tout le monde. Était invité aux 65 ans de Francine Moreau. Tout le monde, sauf elle. Le téléphone lui échappa des mains. Cette fois, il ne se brisa pas, mais quelque chose en elle se fissura irrémédiablement. Elle rappela sa mère 1 heure plus tard, s'efforçant de garder une voix normale. « Maman, j'ai réparé ton téléphone. Je passe te le rapporter ?»« Oh, comme tu es gentille. Mais ne te dérange pas, je viendrai le chercher demain. »« Dis-moi, tu fais quelque chose de spécial pour ton anniversaire samedi ?» Un silence. Trop long. Trop lourd. « Rien d'extraordinaire, ma chérie. Ton père et moi, on pensait juste passer une soirée tranquille. Tu sais, à notre âge, mensonge. » Le mot résonna dans l'esprit d'Élise comme une cloche funèbre. Sa propre mère lui mentait, avec un naturel qui la glaça. « Maman, j'aimerais venir vous voir samedi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus tous les 3. »« Oh, ce n'est pas possible, ma chérie. Nous ne serons pas là. Ton père a prévu une sortie, tu comprends? Une sortie, avec 100 invités dans leur propre maison. »« Je vois, » murmura Élise. Une autre fois alors. Elle raccrocha et resta immobile, dans son atelier, entourée de ses plans d'architecture, de ses projets de rénovation, de toute cette vie qu'elle avait construite seule. La Benjamine de 7 enfants. La petite dernière qui avait toujours eu l'impression d'être de trop. Maintenant, elle en avait la confirmation. Mais pourquoi? Qu'avait-elle fait pour mériter cette exclusion si parfaitement orchestrée? Et surtout, que lui cachait-on d'autre? Le téléphone de sa mère contenait peut-être d'autres secrets. Élise l'examina à nouveau, cette fois avec l'œil méticuleux, qu'elle utilisait pour déceler les défauts cachés dans les bâtiments anciens. Il y avait forcément une raison. Il y avait toujours une raison. Élise n'avait pas dormi de la nuit. À 6 heures du matin, elle était déjà dans sa voiture, direction le quartier de ses parents à Colomiers. Pas pour les confronter, pas encore. Juste pour observer, comprendre. Elle se gara 3 rues, plus loin et marcha jusqu'à la maison familiale. Une belle demeure des années 80, avec son grand jardin où elle avait passé son enfance. Déjà, des camionnettes de traiteurs s'activaient devant la grille. Des livreurs transportèrent des tables, des chaises, des arrangements floraux somptueux. 100 personnes. Sa mère n'avait pas menti sur ce point. Élise? Elle sursauta. Claire, la femme de son frère Marc, sortait de sa voiture avec des sacs de courses. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Claire, visiblement embarrassée. « Je me promenais. Belle journée, non ?» Claire évita son regard. Elle s'était, toujours bien entendue, partageant cette position d'étrangère dans la famille Moreau. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. « Tu ne devrais pas être ici », murmura Claire en jetant des coups d'œil nerveux vers la maison. « Pourquoi ? C'est encore la maison de mes parents, non ? » « Élise, s'il te plaît, ne complique pas les choses. » Cette phrase acheva de la convaincre.
Il ne s'agissait pas d'un simple oubli ou d'une brouille passagère. Son exclusion était délibérée, planifiée, acceptée par tous. Le reste de la journée, elle tenta d'appeler ses frères et sœurs. Marc ne répondait pas. Antoine était en réunion importante. Julie avait des courses urgentes. Thomas était chez le médecin. Pauline et Céline la rappelleraient au plus tard. Personne ne la rappela. Le vendredi, Élise décida de jouer. Cartes sur table. Elle se présenta chez Marc à l'heure du déjeuner. Son frère aîné, d'ordinaire chaleureux, l'accueillit sur le pas de la porte sans l'inviter à entrer. « Élise, ce n'est pas le bon moment. »« Ça ne sera jamais le bon moment, apparemment. »« Marc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas invitée à l'anniversaire de maman ?» Il soupira, passa une main dans ses cheveux grisonnants. À 42 ans, Marc était devenu le patriarche de fait de la fratrie depuis que leur père avait pris sa retraite. « C'est compliqué, petite sœur. »« Alors explique-moi. J'ai 32 ans, je pense pouvoir comprendre les choses compliquées. » Marc regarda par-dessus son épaule, s'assura que Claire n'écoutait pas. « Papa et maman pensent que, après ta rupture avec Julien, tu n'es pas dans une période très stable émotionnellement. Ils ne veulent pas de drame pendant la fête. » Élise sentit la colère monter. Julien, son ex-compagnon, l'avait trompée et manipulée pendant 2 ans. Quand elle avait enfin trouvé le courage de le quitter 6 mois plus tôt, sa famille avait pris son parti à lui. Un drame? Quel drame? J'ai juste quitté un homme qui me mentait. Julien dit que tu étais devenue difficile, possessive, que tu l'accusais de choses qu'il n'avait pas faites. Les mensonges de Julien avaient donc fait leur chemin jusque dans sa propre famille. Élise réalisa l'ampleur de son isolement. « Et vous l'avez cru? Sans même me demander ma version ?» Marc détourna les yeux. Papa appréciait beaucoup Julien. Il pensait que vous alliez vous marier, avoir des enfants. Il a été déçu que tu gâches cette relation. Que je gâche? Marc, il me trompait avec sa secrétaire. C'est ce que tu dis, Élise. Mais Julien raconte une histoire différente. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Sa propre famille avait choisi de croire un étranger plutôt qu'elle. Elle était non seulement exclue, mais accusée d'être la responsable de cette exclusion. « Je vois, » dit-elle d'une voix blanche. « Et les autres? Julie, Thomas, les autres pensent pareil ?» Marc ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Alors qu'elle repartait, Claire la rattrapa dans l'allée. « Élise, attends. » Elle se tourna, espérant un soutien, une explication rationnelle. « Ils ont peur que tu découvres quelque chose, » chuchota Claire en regardant autour d'elle. « Quelque chose sur l'héritage de ta grand-mère. » Quel héritage? Grand-mère Marguerite n'avait rien. Elle vivait dans son petit appartement de retraité. C'est ce qu'ils veulent te faire croire. Écoute-moi bien, ta grand-mère avait des secrets. Et tes parents les connaissent. Claire remonta rapidement vers la maison, la laissant seule, avec cette révélation qui changeait tout. L'exclusion n'était donc pas une punition, c'était une protection. Mais protection de quoi? Et surtout, protection pour qui? Élise rentra chez elle avec une certitude. Elle allait découvrir ce que sa famille lui cachait. Même si cela devait détruire les derniers liens qui l'unissaient encore à eux. Le cabinet d'investigation Rousseau & Associés occupait le 2e étage d'un immeuble moderne près du Capitole. Élise avait trouvé l'adresse sur Internet après une recherche désespérée. Enquêteur privé Succession Toulouse. Elle n'avait jamais imaginé avoir besoin de ce genre de service. La réceptionniste la fit patienter dans un bureau sobre, aux murs couverts de diplômes et de certifications. Élise observait les détails, l'habitude professionnelle d'une architecte, quand la porte s'ouvrit. Daniel Rousseau n'était pas l'homme qu'elle avait imaginé. Pas de pardessus ni de chapeau comme dans les films. Juste un homme de 38 ans en jean et pull marine, aux yeux fatigués mais attentifs. Il s'installa face à elle sans cérémonie. « Madame Moreau, vous parliez d'une succession problématique au téléphone. » Élise raconta tout. L'exclusion, les mensonges, l'allusion de Claire à un héritage caché. Daniel l'écoutait sans prendre de notes, mais elle sentait qu'il enregistrait chaque détail. « Votre grand-mère, elle vivait où exactement ?»« Résidence Les Tilleuls, à Blagnac, un petit 2 pièces. Elle touchait une retraite modeste, rien d'extraordinaire. »« Et elle est décédée quand ?»« Il y a 8 mois, février dernier, d'un arrêt cardiaque, dans son sommeil. » Daniel se leva, alla chercher un dossier dans un classeur métallique. «
Marguerite Moreau, née Dubois en 1932 ?» Élise sursauta. « Comment vous savez ça ?»« Parce que votre grand-mère figure dans mes archives, pas sous son nom de veuve, mais sous son nom de jeune fille. Elle a fait appel à mes services, il y a 2 ans. » Le monde sembla s'arrêter autour d'Élise. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» Daniel ouvrit le dossier, révélant des documents soigneusement classés. Elle voulait vérifier que ses dispositions testamentaires seraient bien respectées après sa mort. Et surtout, elle voulait s'assurer que certaines personnes ne découvriraient pas ses biens trop tôt. Quel bien? Elle n'avait rien. Détrompez-vous. Votre grand-mère possédait 3 propriétés immobilières acquises dans les années 70 et 80. Une maison à Albi, un appartement à Montpellier et un terrain constructible près de Carcassonne. Le tout dissimulé par des montages juridiques complexes qu'elle avait mis en place avec son premier mari, décédé en 1985. Élise sentit ses jambes se dérober. Elle s'agrippa aux accoudoirs de son fauteuil. 3 propriétés? Mais pourquoi? Elle ne nous en a jamais parlé? Parce qu'elle connaissait sa famille. Elle savait que si vos parents découvraient ce patrimoine de son vivant, il ferait d'impression sur elle pour qu'elle modifie ses volontés. Elle préférait jouer la vieille dame sans le sou. Daniel sortit une chemise cartonnée du dossier. Elle m'a confié ceci il y a 18 mois, avec pour instruction de ne l'ouvrir qu'après sa mort. Et seulement si quelqu'un venait me chercher en posant les bonnes questions. Les bonnes questions? Des questions sur un héritage caché concernant Marguerite Moreau. Vous venez de les poser. Il lui tendit la chemise. À l'intérieur, un testament holographe daté du 15 janvier dernier, un mois avant la mort de sa grand-mère. L'écriture tremblante mais lisible de Marguerite couvrait 3 pages. Élise lut en silence, les larmes montant à ses yeux. Sa grand-mère lui léguait tout. Les 3 propriétés, estimées à plus de 1,2 million d'euros, mais aussi des économies dont elle ignorait l'existence, et surtout, une lettre personnelle jointe au testament. « Ma chère Élise, si tu lis ceci, c'est que mes craintes se sont réalisées. Ta famille cache ce testament parce qu'elle espère que tu ne découvriras jamais tes droits. J'ai choisi de tout te laisser non par préférence, mais parce que tu es la seule à avoir hérité de mon caractère indépendant. Les autres ont déjà assez reçu de la vie. » Daniel la laissa digérer l'information avant de reprendre. « Il y a autre chose. Vos parents ont pris possession des biens de votre grand-mère dès sa mort, prétextant qu'il n'y avait pas de testament. Ils gèrent illégalement ce patrimoine depuis 8 mois. Ils savent? Pour le testament? Forcément. Votre grand-mère avait déposé un double chez Maître Blanchard, le notaire de famille. Ils l'ont récupéré et font comme s'il n'existait pas. La colère remplaça progressivement le choc. Ses parents ne l'avaient pas seulement exclu par méchanceté, ils l'avaient volé. Qu'est-ce que je peux faire? Daniel referma le dossier avec un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Nous allons leur rendre visite. Tous ensemble. Pendant leur belle fête de demain soir. Vous m'aideriez? Pourquoi? Pour la première fois, l'expression de Daniel se radoucit. Parce que votre histoire me rappelle la mienne. Ma famille aussi a essayé de me faire disparaître quand c'était arrangeant pour eux. La différence, c'est que moi, je n'avais pas d'héritage à récupérer. Il se leva, lui tendit sa carte. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, Madame Moreau. La justice, ou juste leur faire peur. Parce que demain soir, avec 100 témoins, nous pouvons obtenir les 2. Élise sortit du cabinet avec la certitude que sa vie venait de basculer définitivement. Demain soir, pendant que sa famille célébrerait, sans elle, elle comptait bien faire une entrée qu'il n'oublierait jamais. Samedi matin, Élise se réveilla avec une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie. Daniel devait passer à 14h pour finaliser leur stratégie. La fête commençait à 15h30. Elle passa la matinée à relire le testament de sa grand-mère, chaque mot gravé dans sa mémoire. Marguerite avait tout prévu. Les adresses des propriétés, les références des comptes bancaires cachés, même les coordonnées d'un huissier de justice à contacter si la famille fait des difficultés. À 14h précises, Daniel sonna à sa porte. Il portait un costume sombre et tenait une mallette de cuir. Plus rien du homme décontracté de la veille. « Vous êtes prête ?» Élise acquiesça. Elle avait choisi une robe noire élégante, celle qu'elle portait pour ses rendez-vous clients les plus importants. Aujourd'hui, elle négociait sa dignité. « J'ai contacté Maître Vidal », expliqua Daniel en démarrant sa voiture. « Il nous rejoindra là-bas avec l'huissier.
Ils arriveront discrètement par l'arrière, attendront notre signal. Et si mes parents refusent de nous écouter, avec 100 témoins, ils n'auront pas le choix. Le trajet jusqu'à Colomiers se fit en silence. Élise regardait défiler les rues de son enfance, se remémorant les dimanches chez sa grand-mère. Marguerite lui parlait souvent de ses jeunes années, de ses rêves brisés, de son premier mari mort trop tôt. Jamais elle n'avait mentionné de propriété ou d'argent caché. Quelle actrice accomplie elle avait été. « Nous y sommes, » dit Daniel en se garant devant la maison. La propriété des Moreau resplendissait. Des guirlandes lumineuses ornèrent la façade. Des serveurs en livrée circulaient dans le jardin avec des plateaux de champagne. Une centaine d'invités élégants conversaient par petits groupes. L'atmosphère était festive et chaleureuse. Élise reconnut des visages familiers, ses collègues de travail de son père, les voisins, des cousins éloignés qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Tous étaient là, tous sauf elle. « Courage », murmura Daniel. Ils s'avancèrent vers l'entrée principale. Le portail était ouvert, accueillant. Personne ne les arrêta d'abord. Ils avaient l'air d'invités comme les autres. Puis, sa sœur Céline les aperçut. « Élise, qu'est-ce que tu fais là ?» Les conversations autour d'eux s'interrompirent progressivement. Les têtes se tournaient, les murmures commençaient. Au centre du jardin, près de la grande table d'anniversaire, Francine Moreau figea en voyant sa fille. Henri, le père, s'approcha rapidement, le visage crispé. « Élise, ce n'est vraiment pas le moment. Ta mère avait dit que je n'étais pas invitée. Je sais, papa. Tout comme je sais pourquoi. » Elle sortit le testament de son sac, le brandit bien haut pour que tous puissent le voir. « Mesdames et messieurs, pardonnez-moi d'interrompre cette belle fête, mais j'ai quelque chose d'important à partager avec vous. » Un silence total s'abattit sur l'assemblée. Même les serveurs s'étaient immobilisés. Ma grand-mère, Marguerite Moreau, est décédée il y a 8 mois. Mes parents vous ont sans doute dit qu'elle était une gentille retraitée sans fortune particulière. Francine tentait de s'approcher, mais la foule compacte l'en empêchait. En réalité, poursuivit Élise d'une voix claire qui portait dans tout le jardin, grand-mère possédait un patrimoine considérable qu'elle avait soigneusement dissimulé. 3 propriétés immobilières et des économies substantielles. Des murmures stupéfaits parcoururent l'assistance. Et devinez à qui elle a tout légué ? À moi. Sa petite fille exclue de cette fête parce que mes parents espéraient que je ne découvrirais jamais mes droits. Henri bouscula quelques invités pour la rejoindre. « Élise, tu délires. Ta grand-mère n'avait rien. Nous gérons sa succession depuis sa mort. Justement, papa, vous gérez mes biens depuis 8 mois. Illégalement. » Daniel s'avança, sortit une chemise de sa mallette. « Monsieur Moreau, je suis Daniel Rousseau, enquêteur privé mandaté par votre mère avant sa mort. Voici les preuves de ce patrimoine caché. Acte de propriété, relevé bancaire et surtout le testament holographe déposé chez Maître Blanchard. »« C'est impossible !» s'écria Francine en se frayant un passage. « Nous avons récupéré ?»« Oh, tous les papiers de maman. Tous sauf celui-ci, » dit Élise en déroulant le testament. « Parce que grand-mère l'avait confié à quelqu'un d'autre, en prévision de votre réaction. » Elle commença à lire à voix haute, devant 100 témoins médusés. « Je, sous-signé Marguerite Moreau, née du bois, lègue à ma petite-fille, Élise Moreau, la totalité de mes biens mobiliers et immobiliers. »« Arrête !» hurla Francine. « Tu nous fais du chantage devant nos amis. »« Du chantage ? Maman, je réclame juste ce qui m'appartient légalement. Vous aviez 8 mois pour me parler de cet héritage. Au lieu de ça, vous m'avez exclu pour mieux. » Me volait. L'assistance commençait à comprendre l'ampleur du scandale. Des conversations agitées éclataient dans tous les coins du jardin. Antoine, son frère aîné, s'approcha avec un sourire condescendant. « Élise, même si ce testament existait, tu crois vraiment que grand-mère voulait détruire notre famille ? » « Elle nous aimait tous. Elle vous aimait, oui, mais elle me faisait confiance. » « Il y a une différence. » Daniel leva la main pour réclamer le silence. « Si je puis me permettre, nous avons également fait appel à un huissier de justice qui attend dans la rue. Il peut authentifier ces documents séance tenante et constater la prise de possession illégale des biens. » Henri devint livide. « Un huissier ? Vous voulez nous humilier devant tout le monde ? Nous voulons juste que justice soit rendue, » répondit calmement Élise. Comme grand-mère l'avait prévu,
Elle regarda sa famille, puis les 100 invités qui assistaient à cette révélation explosive. Dans quelques minutes, sa vie ne serait plus jamais la même. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait enfin à sa place. L'assemblée était suspendue aux lèvres d'Élise. 100 visages tournés vers elle, attendant la suite de cette révélation qui transformait une fête d'anniversaire en tribunal public. Henri fit un pas vers sa fille, les mains tendues dans un geste d'apaisement. « Élise, ma chérie, tu ne comprends pas. Nous avons géré les affaires de grand-mère pour protéger la famille. Cet argent, nous l'avons utilisé à bon escient. Protéger la famille, en m'excluant? Nous pensions, nous espérions te parler plus tard quand tu serais plus stable. » Le mot « stable » résonna comme une gifle. Élise sentit le regard de 100 personnes sur elle, tous ses amis de ses parents qui la jugeaient maintenant. Daniel s'avança, sortant une nouvelle liasse de documents. « Monsieur Moreau, pouvez-vous nous expliquer pourquoi 180 000 € du TI compte de votre mère ont servi à rembourser les dettes de votre fils Antoine ?» Un silence de mort s'abattit sur le jardin. Antoine, costume froissé et visage rouge, tenta de protester. « C'était un prêt! J'allais rembourser! Et les 95 000 € versés pour la compte de la maison de Julie ?» continua Daniel impitoyablement. Aussi un prêt? Julie, enceinte de 8 mois, se cacha derrière son mari. Francine tremblait de colère, mais ne trouvait plus ses mots. Et les 60 000 € pour l'entreprise de Thomas? Les 40 000 pour les études privées des enfants de Céline? Chaque chiffre tombait comme un coup près. Les invités commençaient à comprendre l'ampleur de la manipulation. Toute la famille avait profité de l'héritage d'Élise, sauf elle. Marc, jusqu'alors silencieux, s'approcha de sa sœur. « Élise, nous ne savions pas pour le testament. Papa nous a dit que grand-mère voulait aider ses petits-enfants. »« En excluant l'une d'entre eux, » répliqua-t-elle. « Celle qui en avait peut-être le plus besoin. » Francine explosa soudain, toute contenance abandonnée. « Le plus besoin? Tu rigoles. Tu as ta belle carrière, ton appartement, ta voiture. Tes frères et sœurs ont des familles à nourrir, des responsabilités. Maman? Non. Tu veux la vérité? La voilà. Ta grand-mère te plaignait. Ma pauvre petite. Élise, si seule, si différente. Elle te laissait cet argent par pitié, pas par amour. » Ces mots transpercèrent Élise comme des lames. Autour d'eux, les murmures horrifiés de l'assistance accompagnaient cette cruelle révélation. « Francine !» s'écria Henri, tentant de rattraper les dégâts. Mais sa femme ne s'arrêtait plus, libérant des années de ressentiment. « Tu crois qu'on ne voit pas ton petit jeu? Toujours à jouer la victime, à nous faire culpabiliser? Tu n'as jamais été qu'un poids pour cette famille. » Le silence qui suivit était assourdissant. Plusieurs invités détournèrent les yeux, gênés d'assister à cette violence psychologique. Daniel posa une main protectrice sur l'épaule d'Élise. « Madame? Moreau, vous venez de révéler devant témoins vos vraies motivations. Cette exclusion n'avait rien à voir avec la stabilité de votre fille. » Thomas, le benjamin des garçons, rompit soudain le silence. « Maman, arrête. Ce que tu viens de dire est impardonnable. » Il se tourna vers Élise, les larmes aux yeux. « Petite sœur, je te demande pardon. Nous avons eu tort. Papa nous a menti sur les volontés de grand-mère. » Marc acquiesça, visiblement bouleversé. « Élise, nous ne savions pas. Pour le testament, pour l'argent utilisé, si nous avions su... » « Vous auriez fait quoi ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Vous m'auriez incluse dans le partage ?» Marc baissa les yeux. « Je ne sais pas. Probablement pas. Et j'en ai honte. » Julie s'approcha à son tour, enceinte et fragile. « Élise, je te demande pardon. Cet argent, pour notre maison, j'ignorais d'où il venait. Papa nous a dit que grand-mère avait fait une donation de son vivant. 3 de ses frères et sœurs reconnaissaient publiquement leur tort. Mais Antoine, Céline et Pauline restaient solidaires de leurs parents, le visage fermé. L'huissier, appelé par Daniel, fit son apparition avec Maître Vidal. Leur arrivée officialisa le caractère légal de cette confrontation. « Mesdames et messieurs, excusez-nous de vous déranger, » déclara le notaire. « Nous sommes là pour constater l'existence d'un testament holographe et les irrégularités dans la gestion d'une succession. » Henri s'effondra soudain sur une chaise, vieillie de 10 ans en quelques minutes. « Qu'est-ce que tu veux, Élise? Nous? Traîner en justice? Détruire ta famille devant tout le monde ?» Élise regarda cet homme qui l'avait élevée,
qui lui avait appris à faire du vélo, qui l'accompagnait à ses cours de dessin. Cet homme qui venait de révéler qu'il ne l'avait jamais vraiment considérée comme sa fille. « Je veux juste récupérer ce qui m'appartient, papa. Et que vous compreniez que votre exclusion était cruelle et injuste. » Elle se tourna vers l'assemblée médusée. « Mesdames et messieurs, je vous présente mes excuses pour ce spectacle. Mais parfois, la vérité ne peut éclater qu'en pleine... lumière. » Daniel lui prit le bras. « Nous allons vous laisser digérer ces révélations. Maître Vidal prendra contact avec vous lundi pour régulariser la situation. » Tandis qu'il quittait le jardin sous les regards ébahis des 100 invités, Élise sentit un poids énorme quitter ses épaules. Pour la première fois de sa vie, elle avait dit ses vérités. Les conséquences viendraient plus tard. Derrière elle, elle entendait les éclats de voix de sa famille qui implosaient enfin au grand jour. La voiture de Daniel roulait en silence vers le centre de Toulouse. Élise regardait défiler les rues sans les voir, encore sous le choc de la confrontation. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des messages de ses frères et sœurs, de cousins présents à la fête, même de voisins de ses parents. « Vous voulez que je vous dépose chez vous ?» demanda Daniel. « Non, pas encore. J'ai besoin de digérer ce qui vient de se passer. » Ils s'arrêtèrent dans un café près de Minas, la place du Capitole. Daniel commanda 2 expressos sans lui demander son avis. Il semblait comprendre qu'elle avait besoin qu'on prenne des décisions à sa place pour l'instant. « Comment vous vous sentez ?» Élise but une gorgée de café, savourant cette normalité, après le chaos de l'après-midi. Libérée et terrifiée en même temps. Ma mère, ce qu'elle a dit devant tout le monde. Ce qu'elle a révélé, c'est ce qu'elle pensait depuis des années. Au moins, maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Son téléphone sonna. Marc. Elle décrocha, hésitante. « Élise, tu vas ?» « Bien ?» La voix de son frère était brisée. « Ça va, Marc. Il faut qu'on parle. Thomas, Julie et moi, nous sommes partis de chez papa et maman après ton départ. Ce qui s'est passé était inacceptable. Où êtes-vous ? Chez... moi. Claire prépare du thé. Tu peux venir ? Élise regarda Daniel, qui acquiesça d'un hochement de tête. 1 heure plus tard, elle se retrouvait dans le salon de Marc, face à ses 3 frères et sœurs qui l'avaient soutenu publiquement. Claire avait les yeux rouges. Elle avait pleuré. « Élise, commença Thomas, nous devons te dire des choses que nous aurions dû te dire depuis longtemps. » Julie, assise dans un fauteuil, caressait son ventre rond. « Papa et maman t'ont toujours considéré différemment. Pas forcément en mal, mais comme si tu n'étais pas vraiment des nôtres. Parce que j'étais plus jeune ? Non, dit Marc en secouant la tête. Parce que tu leur ressemblais moins. Tu avais tes propres idées, tes propres rêves. Tu ne suivais pas le modèle familial. Thomas prit le relais. Quand tu as choisi l'architecture au lieu du commerce comme papa le voulait, il l'a pris comme une trahison. Et quand tu as réussi toute seule, sans leur aide, ça les a rendus jaloux. Jaloux ? Tu es la seule de nous 7 à avoir vraiment réussi par ses propres moyens, expliqua Julie. Nous avons tous eu besoin d'aide financière, de recommandations, de coups de pouce. Toi, jamais. Claire apporta le thé, s'assit près de Marc. Ce que ta mère a dit aujourd'hui sur ta grand-mère qui te plaignait, c'est faux. Marguerite était fière de toi. Elle nous le disait souvent. Vraiment ? Elle disait que tu étais la seule à avoir hérité de son caractère. D'artiste. Qu'elle se reconnaissait en toi. Marc se leva, alla chercher quelque chose dans un tiroir. Elle m'avait donné ça pour toi il y a 1 an. J'étais censée te le remettre après sa mort, mais papa m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Il lui tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague ancienne avec une pierre verte. Elle appartenait à son arrière-grand-mère. Marguerite voulait que tu l'aies. Élise glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. « Pourquoi vous ne m'avez rien dit avant ?» Les 3 frères et sœurs échangèrent des regards coupables. « Parce que nous profitions de la situation, » avoua Thomas. L'argent de grand-mère arrangeait tout le monde. Nous nous sommes dit que tu t'en sortais bien sans aide, alors... Alors vous avez fermé les yeux. Oui, et nous en avons honte. Julie se leva péniblement, s'approcha d'Élise. Je veux que tu saches que l'argent pour notre maison, nous allons le rembourser, dès que possible. Julie, tu attends un bébé, tu n'as pas à... Si, c'est important pour moi, pour nous. Nous ne voulons pas commencer cette nouvelle vie sur un... Volpamarc acquiesça.
Nous allons tous rembourser. Ce ne sera pas facile, mais c'est la moindre des choses. Thomas, le plus jeune des garçons, s'approcha d'elle. « Élise, est-ce qu'il y a une chance pour qu'on puisse réparer notre relation, tous les quatre ?» Elle regarda ces trois visages, sincères, marqués par la culpabilité et l'espoir. Ses frères et sœurs n'étaient pas parfaits, mais ils reconnaissaient leurs erreurs. « Je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, mais je suis contente que vous ayez pris ma défense aujourd'hui. »« Et les autres ?» demanda Claire. Antoine, Céline, Pauline, Marc soupira. « Ils sont restés chez papa et maman. Ils pensent que tu es allé trop loin, que tu détruis la famille. Nous pensons que la famille était déjà détruite depuis longtemps, » dit Thomas. Aujourd'hui, au moins, les choses sont claires. Élise passa encore 1 heure avec eux, découvrant des vérités sur son enfance qu'elle avait préféré ignorer. Ses parents avaient effectivement toujours fait une différence, subtile, mais constante. Ses succès minimisés, ses échecs amplifiés, ses besoins émotionnels négligés. Quand elle repartit, elle avait l'impression d'avoir retrouvé une partie de sa famille. Pas celle de son enfance, mais une nouvelle, construite sur la vérité et le respect mutuel. Daniel l'attendait dans sa voiture. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu, 3 alliés inattendus. Et maintenant? Élise regarda la bague de sa grand-mère qui brillait à son doigt. Maintenant, je vais récupérer mon héritage et construire la vie que grand-mère voulait que j'aie. Vous n'êtes plus seule dans cette bataille. Pour la première fois depuis des heures, Élise sourit vraiment. Non, et c'est nouveau pour moi. Daniel démarra et ils roulèrent vers l'avenir qu'elle commençait enfin à entrevoir. 6 mois après l'explosion familiale, Élise découvrait sa nouvelle vie. Le procès avait été long et douloureux, mais elle avait récupéré l'intégralité de son héritage. Ses parents avaient été contraints de rembourser les 375 000 € détournés, une somme qui les avait ruinés financièrement. Elle ne ressentait aucune satisfaction à cette victoire. Juste un vide immense. La maison d'Albi, sa préférée des 3 propriétés héritées, était devenue son refuge. Une bergerie du XVIIIe siècle qu'elle transformait progressivement en atelier d'architecture spécialisé dans la restauration du patrimoine. Chaque pierre qu'elle restaurait semblait panser ses propres blessures. Daniel passait la voir tous les week-ends. Leur relation évoluait lentement, construite sur une compréhension mutuelle de leurs cicatrices. Ils ne parlaient pas d'amour. Pas encore, mais ils savaient qu'ils se réparaient ensemble. Ce matin-là, il arriva avec une mine sombre qu'elle ne lui connaissait pas. « Emma ne veut plus venir », dit-il sans préambule. Sa fille de 12 ans était devenue un point de tension constant. Depuis le divorce, elle reprochait à son père d'avoir détruit la famille en dénonçant les malversations de sa mère. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sa mère lui a dit que j'avais une nouvelle copine qui me montait contre elle. Emma pense que tu m'influences pour l'éloigner d'elle. Élise posa ses outils de sculpture sur la table en chêne qu'elle restaurait. C'est faux, et tu le sais. Bien sûr que c'est faux, mais Emma a 12 ans, elle ne comprend pas les nuances. Daniel s'assit lourdement sur un tabouret, la tête dans les mains. Parfois, je me demande si je mérite d'être heureux. Ma fille me déteste, ma famille me considère comme un traître. Et moi ? Demanda doucement Élise. Est-ce que je mérite d'être heureuse ? Il leva les yeux vers elle, surpris par la question. Toi, c'est différent. Tu n'as rien fait de mal. J'ai détruit ma famille aussi, publiquement, devant 100 personnes. Tu as révélé la vérité. Emma aussi mérite de connaître la vérité sur sa mère. Mais tu ne peux pas la forcer à l'accepter maintenant. Élise s'approcha de lui, posa ses mains sur ses épaules. Daniel, ta fille traverse une période difficile. Laisse-lui du temps. Continue à lui montrer que tu l'aimes, même si elle te rejette. Et si elle ne revient jamais ? Alors tu auras eu le courage de faire ce qui était juste, même si c'était douloureux. Ces mots résonnèrent étrangement dans la bergerie silencieuse. Élise réalisait qu'elle se parlait autant à elle-même qu'à Daniel. Le lendemain, Marc lui rendit visite. Il avait maigri, vieilli. Rembourser sa part de l'héritage détourné avait nécessité de vendre sa maison, de déménager dans un appartement plus petit. « Comment va Claire ?»« Elle tient le coup. Les enfants s'adaptent. C'est moi qui ai du mal. » Il s'assit sur la terrasse de pierre qu'elle avait restaurée, regardant les collines du Tarn. « Élise, est-ce que tu peux me pardonner ? Vraiment ? Marc,
Tu rembourses ce que tu me dois. Tu as reconnu tes erreurs. Ce n'est pas ce que je veux dire. Peux-tu me pardonner de t'avoir abandonnée pendant toutes ces années? De t'avoir laissée être la petite sœur invisible? La question l'a pris au dépourvu. Marc avait toujours été celui qui ressemblait le plus à leur père, pragmatique, autoritaire, sûr de lui. Le voir si vulnérable la bouleversait. Tu étais l'aîné. Tu avais tes propres responsabilités. J'aurais dû te protéger. Quand papa minimisait tes succès, quand maman faisait ses remarques blessantes, j'aurais dû prendre ta défense. Élise s'assit près de lui, contemplant le paysage qu'elle apprenait à aimer. Marc, nous étions tous enfants. Nous avons tous fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Tu nous pardonnes vraiment? Je vous ai pardonné le jour où vous avez pris ma défense devant tout le monde. Ce qui compte maintenant, c'est de construire quelque chose de nouveau. Il sourit pour la première fois depuis son arrivée. Thomas a une proposition à te faire, pour son entreprise de menuiserie. Il aimerait travailler avec toi sur tes projets de restauration. Thomas? Il dit que travailler avec sa sœur architecte serait un rêve. Si tu acceptes, bien sûr. L'idée plaisait à Élise. Thomas avait hérité du talent manuel de leur grand-père. Associer leurs compétences pourrait créer quelque chose de beau. Et Julie? Elle a accouché la semaine dernière. Une petite fille qu'elle a appelée Marguerite. Élise sentit ses yeux s'embuer. Marguerite? En l'honneur de grand-mère. Et pour te dire que tu fais partie de notre famille. De notre vraie famille. Ce soir-là, seule dans sa bergerie, Élise contemplait la bague de sa grand-mère qui brillait à son doigt. 6 mois plus tôt, elle se croyait orpheline de famille. Aujourd'hui, elle découvrait qu'une nouvelle famille était en train de naître. Plus petite, mais plus vraie. Daniel l'appela vers 22h. Emma accepte de me voir samedi prochain. Juste 1 heure, mais c'est un début. C'est merveilleux. Elle a posé une condition. Elle veut te rencontrer. Élise faillit lâcher le téléphone. Me rencontrer? Pourquoi? Elle veut voir qui est cette femme qui influence son père. Et elle veut comprendre pourquoi je tiens tant à toi. Daniel, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi non plus. Mais si nous voulons avancer ensemble, il faut qu'elle fasse partie de l'équation. Élise regarda par la fenêtre les étoiles qui brillaient au-dessus du Tarn. Sa nouvelle vie prenait forme, avec ses défis et ses espoirs. Elle n'était plus la petite sœur invisible. Elle était une femme qui reconstruisait sa famille. Pierre par pierre, relation par relation. D'accord, dit-elle. Organise cette rencontre. Il est temps que j'apprenne à être plus qu'une architecte de bâtiment. Il était temps qu'elle devienne architecte de sa propre famille. 18 mois après la confrontation qui avait changé sa vie, Élise se mariait. Pas dans une église bondée, pas avec une robe de princesse. Dans le jardin de sa bergerie restaurée, vêtue d'une robe ivoire simple et élégante, la bague de sa grand-mère brillante à son doigt. Daniel l'attendait sous la tonnelle qu'ils avaient construite ensemble, accompagné de Maître Vidal qui officierait la cérémonie civile. 30 personnes étaient y présentes, sa vraie famille, celle qu'elle avait choisie et qu'il avait choisie en retour. Marc, Thomas et Julie étaient au premier rang avec leur famille. Claire tenait la petite Marguerite dans ses bras, 10 mois, maintenant, qui babillait joyeusement. Emma, 13 ans aujourd'hui, se tenait près de son père en robe bleue. Il avait fallu du temps, de la patience et beaucoup de conversations, mais elle avait fini par accepter Élise. Pas comme une belle-mère, ce mot la faisait encore grimacer, mais comme la femme qui rend papa heureux. Élise regarda l'assemblée en marchant vers Daniel. Ses collègues architectes, ses clients devenus amis, quelques cousins qui avaient pris sa défense après l'explosion familiale. Aucun parent. Henri et Francine n'avaient même pas répondu à l'invitation. Antoine, Céline et Pauline non plus. Cette absence ne la blessait plus. Elle avait appris que la famille n'était pas forcément celle qui partage votre sang, mais celle qui partage vos valeurs. « Tu es magnifique », murmura Daniel quand elle le rejoignit. « Nous sommes magnifiques », corrigea-t-elle en jetant un coup d'œil vers Emma qui leur souriait timidement. La cérémonie fut simple et émouvante. Maître Vidal évoqua leur rencontre dans des circonstances difficiles, leur reconstruction mutuelle, leur apprentissage de l'amour après les blessures. Quand ils échangèrent leurs alliances, de simples anneaux en or blanc qu'ils avaient choisis ensemble, Élise sentit qu'elle fermait définitivement un chapitre douloureux de sa vie. « Vous pouvez embrasser la mariée »,
déclara le notaire. Le baiser fut tendre, plein de promesses. Autour d'eux, les applaudissements fusèrent. Emma cria « Enfin !» ce qui fit rire toute l'assemblée. Le repas se déroula sous les platanes centenaires. Thomas avait confectionné les tables en chêne, Julie s'était occupée des fleurs, Marc avait géré la logistique. Chacun avait contribué à faire de ce jour quelque chose de spécial. Vers 18h, alors que les invités discutaient tranquillement, une voiture inconnue remonta l'allée de gravier. Élise sentit son cœur se serrer. Et si ses parents? Mais c'était Claire qui en descendait, tenant une enveloppe Kraft. « Élise, ça vient d'arriver par coursier urgent. C'est adressé à Madame Rousseau. » Le nom de son nouveau statut marital la fit sourire. Elle ouvrit l'enveloppe devant Daniel et Emma, curieux. À l'intérieur, une lettre de Maître Blanchard, l'ancien notaire de sa grand-mère. « Chère Madame Rousseau, j'ai l'honneur de vous informer que les dernières volontés de votre grand-mère viennent d'être exécutées. Selon ses instructions, je devais attendre votre mariage pour vous remettre ceci. » Une seconde enveloppe était jointe, cachetée à la cire rouge. À l'intérieur, l'écriture tremblante mais reconnaissable de Marguerite. « Ma chère Élise, si tu lis cette lettre, c'est que tu as trouvé l'amour et fondé ta propre famille. Je suis si fière de toi. Tu trouveras dans le coffre de ma chambre, code 1147, ta date de naissance, mon dernier cadeau. Les bijoux de famille que ma mère m'avait légués. Ils t'appartiennent maintenant, ainsi qu'à tes filles futures. Porte-les avec fierté, comme le symbole de toutes les femmes fortes de notre lignée. Je t'aime, ma petite architecte de bonheur, ta grand-mère qui veille sur toi. » Élise sentit les larmes couler sur ses joues. Même dans la mort, Marguerite continuait à la surprendre et à la protéger. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Emma, intriguée. Daniel lui tendit la lettre. Emma lut en silence, puis regarda Élise avec des yeux brillants. « Elle pensait vraiment que tu allais être heureuse ?»« Apparemment, oui. » « Elle avait raison. Papa n'a jamais été aussi heureux qu'avec toi. » Ces mots, dans la bouche d'une adolescente qui avait mis plus d'1 an à l'accepter, valaient tous les trésors du monde. Le soir, quand les invités furent repartis et qu'Emma fut couchée dans sa nouvelle chambre, elle passait désormais un week-end sur 2 et toutes les vacances avec eux, Élise et Daniel s'installèrent sur la terrasse de pierre. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Daniel en la serrant contre lui. Élise contempla sa bergerie illuminée, sa nouvelle famille endormie sous son toit, cette vie qu'elle avait construite pierre par pierre après l'effondrement. Non, rien, même pas la douleur. Même pas tes parents, surtout pas eux. S'ils m'avaient aimé comme j'avais besoin d'être aimée, je n'aurais jamais cherché autre chose. Je ne t'aurais jamais trouvé. Daniel embrassa ses cheveux. Alors merci à eux pour leur aveuglement. Merci à grand-mère pour sa clairvoyance. Ils restèrent ainsi jusqu'à minuit, regardant les étoiles au-dessus du Tarn. Élise pensait à cette fête d'anniversaire où elle n'avait pas été invitée, 18 mois plus tôt. Cette exclusion qui lui avait semblé être la fin du monde était devenue le début de sa vraie vie. Parfois, il faut perdre sa famille pour la retrouver. Parfois, il faut être exclu pour découvrir où est vraiment sa place. Sa place était ici, dans cette maison qu'elle avait restaurée, avec cet homme qui l'avait aidé à se reconstruire, et cette adolescente qui apprenait lentement à lui, faire confiance. Sa place était dans cette famille qu'elle avait choisie et qu'il avait choisie en retour. Au loin, un hibou ulula dans la nuit. Élise sourit. Même les chouettes semblaient célébrer sa nouvelle vie. Elle était enfin chez elle.